Bonjour et bienvenue dans les ateliers de podcasting. Aujourd'hui, nous vous proposons un format en partenariat avec l'association de Lalande de Fronsac, Escale 33. Dans le cadre de son projet Ma parole compte, 6 femmes témoignent de leur vécu. Des récits difficiles mais nécessaires, 6 podcasts qui montrent des parcours différents et portent un message d'espoir. Avant mes 17 ans, je n'avais jamais voyagé. Finalement, je suis arrivée à Besançon. À partir de là, souvent, je n'avais qu'une hâte, c'était de quitter l'endroit où nous étions et de partir vers une autre direction. On a découvert tellement de choses au cours de nos voyages. Il faudrait que je retrouve dans ma mémoire tout ce qui a jalonné, mais il y a tellement de choses. Tous ces voyages dont j'ai rêvé, que j'ai aimé, que j'aimerais refaire, je me pose la question, faut-il les refaire ? Mon propos était de parler de voyage et de l'importance que ça peut revêtir dans la vie, surtout quand on n'a pas été du tout amené à voyager en étant jeune. Quoi que je dis en étant jeune, vous allez voir que moi j'ai commencé à voyager, j'avais 17 ans, et 17 ans on peut considérer que c'est jeune. Avant mes 17 ans, je n'avais jamais voyagé. J'habitais en campagne, j'allais à l'école à pied, je n'avais même jamais pris un autobus pour aller jusqu'à Bordeaux, qui est distant de 25 km. Je n'avais jamais quitté ma campagne. Et puis, j'ai fait la connaissance d'un homme qui, lui, au contraire, voyageait beaucoup. Il était plus âgé que moi, il avait une profession qui l'amenait à voyager dans toute la France, puisqu'il travaillait pour les centrales nucléaires, les dépôts pétroliers, les chais à vin, parce qu'il était dans la tuyauterie inox, il était soudeur hautement qualifié, et on l'appelait pour des missions très précises et d'importance. Donc j'ai rencontré cet homme, nous sommes tombés follement amoureux, et bien nous nous sommes mariés et je l'ai suivi dans ses voyages. Et donc mon premier départ, j'habitais donc Bordeaux, je suis partie dans le Jura. Et ça n'a pas été simple pour moi parce qu'en fait, j'avais une petite sœur que j'avais côtoyée, enfin même presque élevée pendant 1 an, et c'était devenu mon bébé. Et de m'en aller comme ça sur les routes et de l'abandonner, mais j'étais triste, je crois que j'ai pleuré tout le long du voyage avant d'arriver à destination. Bon, finalement je suis arrivée à Besançon, et là, c'était quand même un petit peu l'émerveillement du voyage, parce que moi qui n'avais jamais bougé, de découvrir des paysages, traverser la France, trouver une région qui était bien différente de la mienne, j'ai trouvé que c'était très intéressant, et à partir de là, souvent je n'avais qu'une hâte, c'était de quitter l'endroit où nous étions, où nous restions que 2 ou 3 mois, et de partir vers une autre direction et de découvrir autre chose et de découvrir d'autres lieux. C'est au cours de cette période que ma fille est née. Nous étions à ce moment-là à Besançon et j'étais quand même loin de ma famille, à 17 ans, toute jeune. Avoir un bébé et l'élever, c'était pas très facile en étant comme ça, isolée. Et c'est pour ça que j'étais contente d'avoir les autres femmes de soudeurs qui s'étaient prises un peu d'amitié pour moi. J'étais tellement jeune qu'elles m'ont beaucoup aidée. Les conditions n'étaient pas faciles du tout, parce que si, au cours de notre premier voyage, nous avons pris un meublé, il s'est très vite avéré que l'on avait besoin d'avoir quelque chose d'un peu indépendant, qui nous suive. Et on a acheté une caravane. Bon, on a commencé à voyager dans cette caravane. L'installation n'était pas toujours facile, parce que nous arrivions dans les villages et les gens nous regardaient comme si nous étions des bohémiens. Et on cherchait un coin de terrain pour s'installer. Et bien souvent, les gens ne voulaient pas que l'on s'installe sur leur propriété, parce qu'ils avaient un peu la méfiance de voir arriver ces personnes en caravane. Et puis, il nous est arrivé aussi de nous installer au plus proche du chantier, sur le chantier même. Et à ce moment-là, je retrouvais d'autres femmes de soudeurs qui étaient là aussi, qui accompagnaient leur mari avec les enfants. Et c'était finalement assez sympa. On faisait un petit camp, effectivement. Et les conditions de vie n'étaient pas faciles en caravane, parce que c'est vrai que pour faire les lessives, pour étendre le linge, pour plein de choses,
non, vraiment, c'était compliqué. Puis l'hiver, il faisait pas chaud dans une caravane. On avait un poêle à fioul. Il n'empêche que s'il faisait bon dans la caravane, le matin, quand on se réveillait, quand on était dans des régions où il faisait très froid, on avait la glace sur les vitres dans la caravane. Quand on a quitté cette région, on est parti en Bretagne. Enfin, on est parti à Rennes, si on peut considérer que Rennes, c'est la Bretagne. C'est toujours un peu compliqué là-bas. Et Rennes, ça a été là aussi une belle découverte parce que c'est une très belle ville. Quand nous étions à Lyon pendant les grèves de mai 68. Et ça a été quelque chose de phénoménal parce qu'effectivement, tous les chantiers se sont arrêtés, plus personne ne travaillait nulle part. Il y avait des manifestations où nous avons été participés, comme tout le monde. Et c'était une période qui était difficile parce que c'était une période de restriction. Et aussi bizarre que cela paraisse à notre époque, nous avons eu des tickets d'alimentation. Suivant les personnes de la famille, on avait des tickets pour avoir du lait, du pain, de la viande, des tickets à utiliser. C'était vraiment quelque chose qui, pour moi, j'en avais entendu parler que dans le cadre de la guerre. Mais dans le cadre de mai 68, nous avons également eu des tickets d'alimentation pour pouvoir utiliser dans les commerces. On est parti aussi après dans la région parisienne. Alors là, la région parisienne, ça a été la découverte, Paris, la Tour Eiffel, mais c'était un émerveillement. Et c'est vrai que pour moi, qui n'avais jamais quitté ma région, je suis passée de l'un à l'autre très facilement, quoi. Mais ça m'a donné un goût des voyages qui ne m'a jamais quitté. Suivant les villes que nous traversions, il y avait toujours un historique à découvrir. On avait l'impression presque d'être en vacances, d'aller découvrir des choses. On cherchait toujours ce qu'on pouvait aller visiter dans le secteur. Et c'est vrai que toutes les régions de France sont tellement formidables. Les photos, mon mari a toujours aimé, à partir de cette époque-là d'ailleurs, il a aimé faire de la photo et ça a été une passion qui a duré toute sa vie. Et quand je retrouve aujourd'hui les albums, puisque maintenant c'est vrai qu'on fait de la photo facile, de la photo que l'on met dans un appareil que l'on ne regarde pas souvent, mais à cette époque-là on faisait de la photo, de la véritable photo sur papier. Et je dois avoir je ne sais combien d'albums à la maison qui retracent tout ce que l'on a passé. Et mon mari s'est donné à fond à faire des photos dont il reste des souvenirs merveilleux au travers des photos, mais dans notre esprit aussi. Donc ça a été une vie d'errance qui a duré pendant bien 6 ans, jusqu'à ce que la petite fille que nous venions d'avoir aille à l'école. Et à ce moment-là, on a jugé qu'il était préférable d'arrêter nos pérégrinations à travers toute la France et de se fixer. Néanmoins, pendant toutes ces années, j'ai vraiment voyagé avec bonheur, avec des difficultés, des anecdotes suivant les régions où nous étions, jusqu'à ce qu'effectivement on s'arrête et que l'on vienne construire notre maison dans notre région d'origine, qui est donc la région bordelaise, près de la famille. Et là, ça a été autre chose. Et c'est vrai que j'ai souffert quand même pendant toutes ces années de voyage. Et on revenait très peu souvent à la maison. Enfin, à la maison, quand je dis à la maison, c'était plus ma maison, mais c'était chez mes parents. Alors, on s'écrivait beaucoup avec maman. Elle envoyait toujours des petits colis pour les anniversaires. Mais pour les Noëls, c'est vrai que c'était un petit peu triste. Même si on arrivait à passer Noël avec les amis, à la maison, les Noëls, c'était quelque chose de formidable. Toute la famille se réunissait, ils étaient tous ensemble. Et nous, on était quand même tout seuls, un peu isolés. Mais bon, il y avait les avantages d'un côté, les inconvénients de l'autre. Et puis ça m'a forgé le caractère, et puis ça m'a forgé ce que je suis devenue par la suite, et ça a été une bonne expérience. Et donc je disais qu'on a arrêté cette première partie, puisque ça c'était une première partie de nos voyages, et là on a arrêté parce que pendant 3 ans, nous avons construit la maison, et nous avons arrêté de voyager, mais quand je dis arrêter de voyager, ça a été tout voyage. On n'avait plus de vacances. J'en ai profité pour aller travailler à mon tour. Et donc, j'ai trouvé très rapidement un emploi.
Et je suis tombée dans une entreprise qui était très intéressante et un peu avant-garde, qui faisait beaucoup de formations pour adultes. Et là, comme j'avais arrêté mes études très tôt, j'ai repris de la formation pour adultes et je suis arrivée à passer quelques diplômes qui m'ont permis d'obtenir un poste qui était intéressant. Et j'ai fait toute ma carrière d'ailleurs dans cette société. Une fois que la maison a été construite, la soif de bouger un peu nous a repris. Et on a commencé par effectuer quelques petits voyages touristiques dans les régions proches que l'on n'avait pas explorées au cours de nos voyages, parce que si on a fait toutes les régions de France, il y a aussi toute une partie que je n'ai pas explorée, la Dordogne. Jamais mon mari n'avait effectué un chantier en Dordogne, et pourtant, Dieu sait qu'il y en avait des choses à découvrir en Dordogne. Et la Dordogne, le Lot-et-Garonne. Enfin, alors là, on a repris nos escapades. Et dès qu'on avait 3 jours de congé, on partait en escapade. Et on avait pris la bougeotte, en fait. On avait laissé un peu de côté. Mais ça nous reprenait, on avait besoin de partir, de découvrir. Alors on est parti un peu vers le sud, on est parti vers l'Espagne qui était le plus proche. On est parti au Cap d'Agde, on n'a pas été trop sur la Méditerranée, on est allé en vacances à Martigues, Marseille, Martigues, tous ces coins là-bas. Mais à ce moment-là, on se déplaçait plus facilement parce que nous avons acheté une caravane pliante. Parce que c'était facile, on l'accrochait vite fait derrière la voiture. Et alors là, à nous, la destination inconnue, on partait et on s'arrêtait, ou on avait envie de s'arrêter. Et on trouvait toujours une place pour déplier notre caravane pliante. Donc on a fait du camping. Et après, nous a pris l'idée des voyages plus longs. Alors là, on a commencé à voyager à l'étranger et ça a été la porte ouverte, alors la découverte de choses tout à fait autres, parce que tant qu'on était en France, c'était le côté sympathique, on n'avait pas de langue, de culture différente à découvrir, mais alors quand on a commencé les grands voyages, là ça a été quand même autre chose et on a eu des préférences dans nos grands voyages et on en a fait beaucoup. En Europe, on a fait l'Italie. Quand on parlait du carnaval de Venise, nous, on pensait les carnavals comme on a pu voir dans la région. Mais le carnaval de Venise, c'était quelque chose que l'on n'imaginait pas. Et une fois, on n'était pas logé dans Venise même. On était sur la lagune, en face de Venise. Et là, mais le matin, dans la brume, de voir Venise devant nous, d'arriver sur ce bateau et d'avoir devant nous Venise avec des formes un peu perdu dans la brume et puis après le soleil. Mais c'était un bonheur quand on arrivait avec cette vue sur Venise le matin. Et là, on était lâchés dans la ville. Et du matin au soir, on faisait des ruelles et à chaque détour de rue apparaissait quelqu'un de costumé, mais c'était le costume, c'était pas le petit costume comme on peut déguiser les enfants, c'était des costumes fabuleux, avec des soieries, des pierreries, des masques, une personne, 2 personnes, un couple amoureux. Ils avaient toujours à cœur de prendre des poses et de se placer devant l'objectif pour que mon mari les prenne en photo. Et puis quelquefois, c'était des familles entières, mais du père, la mère, les enfants, ils étaient tous costumés avec des robes fabuleuses. Mais c'était un émerveillement. Et puis nous, comme font tous les touristes, on est quand même rentrés au Café Florian. On n'imagine pas, il faut vraiment être rentré dans ce café pour découvrir le luxe, l'ambiance, les odeurs de chocolat qu'il y avait. Ça faisait partie du voyage aussi à Venise, voilà. L'Égypte, ça a été une découverte presque mystique. Parce que l'Égypte, il y a une sensation, il y a un écrasement par la grandeur des monuments. Quand on rentre dans une cour avec des colonnes monumentales où il y a ces pyramides, ces temples, ces peintures qui sont tellement vives alors qu'elles ont des milliers d'années. C'est presque mystique de rentrer dans les temples. Enfin, nous, personnellement, c'est l'effet que ça nous a fait. Et ça reste un de nos plus grandioses voyages.
Les pays étaient tous beaux, parce que quand je parle de la Croatie, franchement, c'était un pays merveilleux, la Croatie. Dubrovnik est une merveille. En plus, il y avait eu la guerre, Dubrovnik avait été reconstruit, et quand on domine les toits de Dubrovnik, ce ne sont que des toitures qui sont neuves, parce que comment a-t-on pu s'attaquer à une merveille comme Dubrovnik? On a du mal à croire qu'il y a des gens assez fous pour aller vouloir détruire une ville comme Dubrovnik. Et ils ont vendu un peu de leur âme aux États-Unis, qui leur a apporté de l'argent pour reconstruire, pour pouvoir aider la population. Mais en contrepartie, ils leur rétrocédaient des emplacements où ils allaient venir construire des hôtels près de la mer, cette mer qui était magnifique. Et on savait que dans les années à venir, il y aurait des hôtels à destination des touristes qui seraient construits dans ces contrées qui étaient vierges. Et on trouvait cela, c'est quand même dommage, et on est content de l'avoir découvert à cette époque-là, alors qu'il n'y avait pas encore toutes ces constructions qu'il y a maintenant. Le Portugal, on l'a fait d'une façon un petit peu particulière, parce qu'on est parti avec des amis en voiture. Et on s'était dit qu'on allait loger chez l'habitant. Et effectivement, on a trouvé partout à se loger chez l'habitant, et c'était vraiment chez l'habitant, parce que ce n'était pas des B&B comme on trouve actuellement. Non, c'était les personnes, quand on arrivait, on cherchait une chambre à louer, on trouvait toujours des personnes pour nous dire « mais venez à la maison, j'ai une chambre à louer ». Et on discutait avec les gens qui étaient, on ne se comprenait pas trop, parce que beaucoup ne parlaient pas, nous on ne parlait pas leur langue, et eux ne parlaient pas le français. Mais on avait un accueil des gens qui nous donnaient ce qu'ils avaient dans leur maison, quoi. Et on couchait dans leur lit, dans leurs meubles, dans leurs photos de famille. Bon, c'était peut-être encore un petit peu folklorique, mais dans certains coins, alors ce que ne doit plus être le cas aujourd'hui, mais dans certains coins, ils le faisaient encore comme ça. Les bœufs venaient sur la plage et tiraient les bateaux. Dans les voyages qui ont été aussi très marquants pour nous, ça a été le Maroc. Le Maroc a été une découverte. On n'en finissait pas d'explorer le Maroc. Nous sommes revenus 5 fois au Maroc. Puis au Maroc, ils ont un artisanat qui perdure partout, qui est fabuleux. Et quand on voit aussi tous les palais marocains et puis comment c'est travaillé avec cette forme particulière d'art qui n'appartient qu'au Maroc en fait, que l'on retrouve oui dans le sud de l'Espagne. Mais après, je ne pense pas que ce genre d'artisanat et ce genre de façon de travailler, on le retrouve dans beaucoup d'endroits. Alors Marrakech, ça a été un enchantement. De Marrakech, on partait, on prenait un petit taxi, on partait en excursion, on allait jusqu'à Essaouira. Mais comment parler en 2 minutes d'Essaouira? Il faudrait des heures pour parler d'Essaouira, de ces barques bleues, de ce village qui était... on mangeait des poissons qui venaient tout juste d'être pêchés et qui étaient cuits... dans des petites gargotes, mais qui avaient une saveur, c'était extraordinaire. Alors on a découvert tout ce qui était l'Atlas, tout ce qui était Ouarzazate, tout ce qui était toutes ces villes où ont été tournés des tonnes de films qui ressemblaient à l'Ouest américain et qui étaient bien ça. Oui, c'était pas le plus beau en termes de patrimoine, mais le voyage le plus fabuleux que l'on ait fait au Maroc, pour moi, c'est quand on a pris un 4x4 et qu'on a traversé complètement l'Atlas et nous sommes partis jusque dans les dunes de Merzouga. C'était perdu, c'était à des kilomètres de tout ce qu'il pouvait y avoir à la ronde et on était là accueillis comme des rois d'autrefois sur ces tapis avec un très bon thé, avec un très bon couscous. Et on nous avait dit, bon, vous allez passer la nuit sous l'étoile et si vous pouvez, vous vous réveillez dans la nuit et vous regarderez le ciel. Bon, effectivement, dans la nuit, on s'est réveillé, mais c'était une voûte, mais constellée de millions d'étoiles, comme on n'imagine pas qu'il puisse exister. Le ciel entier n'avait pas la moindre parcelle où il n'y ait pas une étoile, mais c'était féerique. Donc le matin, on s'est levé très très tôt. On est parti à pied, on a gravi les dunes, c'est pas facile dans le sable. On est allé jusqu'à un point un petit peu culminant pour regarder de l'autre côté le soleil qui allait surgir de derrière les dunes. Et là, je crois qu'on aurait pu se mettre à pleurer tellement c'était
C'était beau de voir cette illumination à l'infini et ce soleil qui, pour être un tout petit point, grandissait, grandissait, grandissait. Et on a eu la chance, cette journée-là, de voir un chamelier qui arrivait avec ses chameaux et qui on pourrait croire que c'est pas vrai, c'est fait exprès. Et non, le chamelier, il arrivait guidant 5 ou 6 chameaux. Et dans cet ocre, avec ce soleil levant, mon mari a fait des photos où le chameau paraît bleuté. Le chamelier avait une coiffe qui était ocre, orangée. Toutes ces couleurs se confondaient. Comment oublier des choses comme ça? On ne peut pas. Ça remplit une vie après. Il reste les photos, mais il reste quand même dans la tête beaucoup de... C'était fabuleux. L'autre voyage dont j'aurais aimé vous parler, c'était quand même le Pérou et le Mexique aussi. Comment ne pas vous parler du Mexique et ne pas vous parler du Pérou? Quand on nous disait, mais pourquoi vous dépensez tant d'argent pour aller faire des voyages? Il vous reste rien une fois que vous avez fini le voyage. Alors qu'au contraire, il reste dans la tête tellement de belles choses et tellement le bonheur d'avoir découvert des choses que l'on n'imagine pas et dont certains n'ont pas besoin, mais nous, on avait absolument besoin de repartir et de découvrir des choses nouvelles. On a continué également à voyager en France et puis on a fini par s'attacher à certaines régions. Moi, ça a été le cas avec Biarritz et la région de Biarritz, où je voue un amour à Biarritz et où je me sens un peu chez moi là-bas. J'avais un grand-père qui avait des attaches qui étaient aussi... du Pays Basque. Bon, je n'y reviens plus depuis quelques années. Et je pourrais encore vous parler d'un fabuleux voyage, mais j'ai peur d'être trop longue pour aujourd'hui. Peut-être que je vous en parlerai une prochaine fois. J'ai vraiment eu de la chance, parce qu'on a découvert tellement de choses au cours de nos voyages que il faudrait que je retrouve dans ma mémoire tout ce qui a jalonné, mais il y a tellement de choses. Je n'en garde que de bons souvenirs, de même que tous les voyages que j'ai pu effectuer, quels que soient les endroits où j'étais, j'ai oublié les mauvais souvenirs. Je n'ai gardé que cette envie de partir, de se dire que je vais découvrir autre chose, d'avoir d'autres connaissances, d'aller vers l'inconnu. Et ça a toujours été un bonheur. Aujourd'hui, je me pose la question, tous ces voyages dont j'ai rêvé, que j'ai aimé, que j'aimerais refaire, je me pose la question, faut-il les refaire? Si je revenais aujourd'hui à Merzouga, est-ce que j'aurais la même émotion que la première fois que je l'ai découvert? Ou est-ce que ça n'aurait plus la même saveur et donc je serais déçue? Et est-ce que je ne préfère pas garder les souvenirs que j'ai de Merzouga? Est-ce qu'il faut vraiment revenir sur les lieux que l'on a beaucoup aimés, avec la personne avec qui j'ai partagé des choses, et ce sera impossible en plus de le refaire avec elle? Est-ce que ce serait douloureux de revenir sur mes pas? Faut-il que je continue à voyager? Si oui, aller découvrir des nouvelles contrées. Mais aujourd'hui, j'ai quand même perdu un petit peu la fougue des voyages parce que je n'ai plus le compagnon avec moi pour le faire. Et est-ce qu'il faut revenir sur les lieux que l'on a beaucoup aimés? Aujourd'hui, je me pose la question. Chacun a sa réponse. Moi, je n'ai pas trouvé la mienne parce que je ne suis pas encore revenue sur des lieux comme ça que j'ai aimés. Alors je ne sais pas, je vais peut-être tenter l'expérience et après je verrai s'il faut revenir ou pas. En tout cas, il faut voyager, continuer à voyager, avoir voyagé et avoir dans sa tête beaucoup de très très beaux souvenirs de voyage.